18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. Le FC Sion trône seul aux commandes de la Challenge League. Vainqueur de 1 à Bellinzone ce dimanche après-midi. Le club valaisan compte 3 points d'avance sur Thun, largement battu à Haro vendredi. On en parle dans quelques instants. Du hockey sur glace, comme chaque semaine en deuxième partie d'émission, on s'intéresse ce soir au HC Sierre. Son président Alain Bonnet sera notre invité. Et puis on bouclera cette émission en parlant de ski alpin à quelques jours des premières épreuves transfrontalières de l'histoire du circuit de Coupe du Monde entre Zermatt et Tchervinia. Nous recevrons Didier Desfago, le concepteur de la piste de la Grande Becca. Football, hockey et ski alpin, le menu de cette édition de Zone Mixte est connu. Installez-vous confortablement pour passer 45 minutes de sport en notre compagnie. Rhône FM, Zone Mixte avec Christophe Morillon. Et dès à présent, notre ligne WhatsApp est ouverte. Nous attendons vos éventuelles questions ou remarques au 079 327 10 10. 079 327 10 10. Zone Mixte, le débrief. Les semaines se suivent et se ressemblent pour le FC Sion qui ne cesse décidément de gagner. Dernière victoire en date ce dimanche après-midi au Tessin. Succès de 1 à Bellinzone grâce à des réussites de Chouaref et Schmid. Et pour refaire cette partie, j'ai le plaisir d'accueillir deux de nos fidèles consultants, Yves Bourdin et Nicolas Bonnet. Salut messieurs. Salut Christophe, bonsoir à tous. Alors avant de vous écouter sur cette rencontre, pour lancer à la discussion, je vous propose sans plus attendre d'écouter la réaction de Didier Tolo, recueillie dans les travées du Stadio Comunale par Hugo da Custodia. On a bien maîtrisé le match pendant 70 minutes. Ils n'ont pratiquement pas d'occasion pendant 70 minutes et je pense qu'on est à 2-0. Je pense qu'on doit mettre le troisième qui plie définitivement le match. On n'a pas été assez percutant, on n'a pas été assez incisif sur les 20 dernières minutes. On prend ce but qui est un beau but et après on sait qu'ici c'est compliqué de gagner, on sait qu'ici ils sortaient sur 5 matchs sans défaite et on a subi, notamment par leur ballon long où on a été plus ou moins en difficulté, mais on a tenu et c'est une victoire importante. Yves Bourdin, FC Sion en maîtrise durant 70 minutes. Tu partages ce constat de Didier Tolo ? Ouais, c'est un FC Sion solide. On sait que c'est la meilleure défense de la Ligue. Donc le FC Sion vient sur le terrain maintenant avec des certitudes. La certitude que pour être bougé derrière, il faut vraiment avoir une bonne équipe en face. Donc on sentait un FC Sion serein. Donc la partie défensive, pour moi, c'était vraiment maîtrisé aujourd'hui. Par contre, comme contre Neuchâtel le week-end dernier, j'ai trouvé un FC Sion à la peine offensivement. Ça manquait vraiment de mouvement, ça manquait vraiment de verticalité et il n'y avait pas vraiment un gros rythme, mais Didier Tolo l'a dit, l'important c'était la victoire aujourd'hui. Des manques offensifs pour le FC Sion. Didier Tolo nous le dit aussi, Nicolas, on aurait dû marquer ce 3-0 pour éviter de souffrir sur la fin du match. C'est pas la première fois depuis le début de la saison que le FC Sion se met en difficulté tout seul, j'ai envie de dire, en ne marquant pas ce but, en n'étant pas assez tueur dans la surface adverse. Oui, on peut se souvenir aussi du match aller à Tourbillon. Le FC Sion avait surdominé la première mi-temps, puis était passé complètement à travers dans la deuxième mi-temps en ayant de grandes frayeurs. Puis en remportant le match 1-0 sur ce match, c'est clair que les deux buts, c'est deux cadeaux aussi de l'équipe tessinoise. Sion est parti là-bas vraiment avec un plan de jeu très établi. Je crois plus de 60% de possession de balle à Bellinzone pour 38 pour le FC Sion. Donc le plan de jeu était très clair. C'est jamais facile de gagner au Tessin. Les conditions sont toujours assez tendues. Donc c'est plutôt très positif de revenir avec les 3 points. Hugo da Custodia qui commentait ce match a dit le FC Sion, c'est une victoire à la FC Sion, un FC Sion qui n'est pas magique mais qui est très pragmatique. Un FC Sion à l'image de son entraîneur Didier Tolo, Yves. Oui, c'est assez bien résumé. Didier Tolo le dit et c'est quand même un entraîneur qui dit les choses. À l'interview de la semaine passée, il l'a dit, on a vraiment été mauvais, mais on a gagné quand même. Donc je ne sais pas s'il y avait un léger mieux aujourd'hui. Il semble plus content des 60-70 premières minutes. Mais encore une fois, on a tous envie de voir un FC Sion flamboyant qui maîtrise vraiment la partie et le jeu. On est un petit peu sur notre fin au niveau de la qualité, vraiment, mais on ne va pas faire de la fine bouche. Comme tu l'as dit, c'est la 5e victoire de suite pour le FC Sion. Le FC Sion caracole en tête de la Challenge League. On vise la promotion au printemps ou à l'été prochain, donc on prend volontiers ces 3 points et puis on sait qu'il y a du travail dans l'animation offensive et dans la construction du jeu. 5e victoire de suite en championnat, 6e de suite en y ajoutant le match de coupe remporté face à Oné mardi. On en devient très exigeant avec ce FC Sion, Nicolas. Non, je pense que les attentes, elles sont justes. On veut aussi pouvoir s'enflammer avec l'équipe. Alors, l'équipe fait le job. Vraiment, on voit une équipe qui est très concernée dans tous les secteurs de jeu. Donc ça, c'est déjà essentiel. Il y a un bloc défensif très regroupé avec les deux milieux axiaux qui sont très proches de la paire axiale défensive. Donc, c'est ce qui permet d'avoir aujourd'hui aux statistiques 7 buts encaissés. Je veux dire, ça tombe pas du ciel. C'est un travail commun.
c'est clair que dans l'animation offensive, dans les courses, dans la variété, puis aussi peut-être un petit peu dans la qualité technique, on s'aperçoit qu'en première mi-temps, il y a Chouaref qui tente 2-3 gestes qui peuvent amener le danger, mais dans le dernier geste, justement, il manque la dernière passe qui permet le décalage ou la dernière passe qui permet le jeu. Et puis c'est une belle marge de progression, je dirais, pour les matchs à venir. Mais Tolo, c'est clair, il s'est attelé à avoir une équipe stable, une équipe sur qui compter. Et puis le classement lui donne entièrement raison. Une équipe stable, une équipe qui ne change pas de match en match. Yves Bourdin, si on revient sur les choix de Didier Tolo pour le match de ce dimanche à Bellinzone, un 11 qui est le même depuis 4 journées de championnat. Fayoulou au but, Lavanchi, Schmidt, Sigler et FT pour la défense, Bua et Kabakalman pour la ligne défensive du milieu de terrain, Berdaïes, Chouaref et Souza pour la ligne offensive, Dejan Sorgic seul en pointe. On ne change pas, une équipe qui gagne. Il y a eu des changements lors du match de coupe mardi dernier à Honnay. En championnat, par contre, on continue avec cette même équipe. Ouais, alors il y a plusieurs choses à dire. Déjà, le secteur défensif, ils sont indéboulonnables, hein, les 5 derrière avec Fayoulou. Nicolas l'a dit, meilleure défense de la Ligue avec 7 buts encaissés. Donc, compliqué de changer ces hommes-là, mis à part s'il y a de la fatigue ou un pépin physique. Après, Bua fait quand même un gros début de championnat. Il a été élu meilleur joueur de Challenge League du mois dernier. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Il a marqué aussi 2 buts dernièrement. Et puis après, voilà, si on veut des automatismes, si on veut que les joueurs se trouvent, faut accumuler des heures ou des matchs les uns avec les autres pour trouver les bonnes courses et puis les habitudes qui font qu'on crée le décalage, qu'on se montre peut-être un petit peu plus concret devant le but. Alors il y a peut-être aussi Tolo qui a ça en tête. Et puis je suis pas forcément convaincu par tout le monde. Souza, c'est le deuxième match qui est un petit peu en deçà. Je continue à le dire tous les week-ends. Chouaref, je le préfère sur un côté aussi. Je le trouve plus percutant. Mais après, tant que ça marche, effectivement, comme tu l'as dit, c'est compliqué de changer une équipe qui gagne. Il n'y a pas un joueur vraiment qui est beaucoup en dessous. Tout le monde fait le taf. Comme aussi l'a dit Nicolas, tout le monde est concerné. On sent que les joueurs sont solidaires, se travaillent ensemble. L'attitude est bonne. Donc, il n'y a pas de raison pour de changer, de déséquilibrer ou de désorienter le 11 qui fonctionne bien. Ouais. On maintient toujours le même 11. Du coup, il y a des joueurs qui pourraient potentiellement intégrer ce 11, qui doivent se contenter de commencer sur le banc des remplaçants. Je pense notamment à Liam Chipperfield pour le match de ce dimanche. Beaucoup de supporters, d'observateurs nous ont écrit pour nous dire, Nicolas, voilà, Liam Chipperfield aurait dû commencer, aurait peut-être dû aussi entrer plus tôt dans le match. Il est entré seulement à la 85e du côté du Tessin. Il sortait d'un match où il a marqué 2 buts à Honnay. Comment tu te positionnes par rapport à ça ? Ouais, c'est pas le même adversaire, hein. C'est pas le même type de jeu avec le plan de jeu où on laisse le ballon à l'adversaire. Liam Chipperfield, pour le connaître, l'avoir vu plusieurs saisons du côté de Bâle, c'est un joueur qui a pas une énorme envergure de jeu. Alors c'est clair que c'est des qualités au-dessus de la moyenne au niveau technique avec une très grosse frappe, mais dans un bloc plutôt bas avec une équipe plutôt avec une vocation vraiment très défensive dans le repositionnement. Pour moi, ça me paraît logique qu'il débute pas le match à Bellinzone. C'est clair qu'il aurait pu rentrer un petit peu plus tôt. Mais le but des Tessinois aussi, peut-être changer les plans de Didier Tolo. Puis finalement, il est rentré en fin de match quand même pour essayer d'apporter peut-être le déclic pour faire la différence. Et puis finalement, on s'aperçoit que le FC Sion a aussi souffert quand ces nouveaux joueurs sont rentrés, alors que normalement, l'impact physique aurait dû être un petit peu plus favorable. Donc là aussi, du potentiel de développement sur ce match-là. Oui, justement, je voulais vous interroger sur les plus, les moins de ce match. Yves, Nicolas l'a dit, au niveau des moins, je mettrais les entrées des joueurs qui sont entrés en deuxième mi-temps, notamment, je pense à Théo Bouchlarem, qui n'a pas apporté grand-chose, un peu fidèle à ses mauvaises habitudes depuis le début de la saison, assez brouillon sur le côté Théo Bouchlarem. Ouais, manque de percussion. Alors après, j'ai pas trouvé Berdaïes non plus très convaincant. Voilà, peut-être aussi c'est des jeunes joueurs, hein, le championnat est encore long, ils ont besoin aussi d'accumuler peut-être un petit peu les matchs et puis de se reposer aussi de temps en temps, mais comme l'a dit effectivement Nicolas, quand on fait rentrer là les joueurs à la 66e, il y a Balthazar et Bouchlarem qui sont rentrés en même temps. On attend vraiment du sang frais là à mi-terrain avec Balthazar justement en mi-terrain mais central, et puis Bouchlarem d'un côté vraiment pour percuter, et c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu sur le côté malheureusement, à revoir je dirais, mais ça conforte aussi peut-être Didier Tolo de garder son même 11 en disant je mets dedans des remplaçants et ils font pas la différence, voilà, peut-être aussi ça conforte Didier Tolo dans ses décisions. Un mot sur Dejan Sorgic aussi, Nicolas, j'ai envie de t'entendre sur lui. On l'a vu aujourd'hui sur plusieurs actions, il n'a pas touché beaucoup de ballons, les ballons qui n'arrivaient pas dans ses pieds, on l'a vu être passablement agacé sur certaines images de Dejan Sorgic. Voilà, il doit faire le job ingrat, j'ai envie de dire, il court beaucoup et il reçoit peu de ballons en tout cas sur le match de ce dimanche à Bellinzone. Oui, pas seulement sur le match de ce dimanche, globalement depuis le début de la saison, il est rarement dans une position idéale de numéro 9 de finisseur, mais ça c'est un petit peu
peut-être le revers de la médaille du bloc défensif, du travail exigé par Didier Tolo pour que son équipe soit compacte, avec un repli, une transition défensive très rapide. On s'aperçoit que des joueurs comme Bouchelarem ou bien comme Berdaïez, justement, où aujourd'hui on attend un petit peu peut-être qu'offensivement ils puissent nous faire la différence, ils se retrouvent loin du but avec un repli très rapide pour fonctionner en paire avec les latéraux, puis finalement ça leur donne peu de liberté offensive, mais c'est aussi des principes de jeu qui sont voulus par l'entraîneur. Pour Sorgic, je trouve qu'il fait un travail admirable, il bataille sur chaque ballon, des fois sur le central gauche, des fois sur le central droite, il est toujours relativement très loin du but, et c'est normal qu'il s'impatiente de temps en temps, mais il le fait chaque week-end plutôt bien. Et ça change aussi d'avoir un attaquant qui court au FC Sion. Petite parenthèse, si on s'intéresse au classement, après 13 journées de Challenge League, le FC Sion compte donc déjà 30 points. Il est seul en tête, je l'ai dit en ouverture d'émission, avec 3 points de plus que Thun, qui est deuxième. Thun qui a perdu 5-2 vendredi à Haro. Et puis 12 points déjà d'avance sur Haro, justement, qui est troisième. Alors la saison est évidemment encore longue, Yves, mais on ne voit pas franchement ce qui peut empêcher le FC Sion de finir dans les 2 premières places. On n'a pas envie de porter la poisse au FC Sion, mais sur ce qu'on voit depuis le début de la saison, une grande sérénité, même des matchs comme celui de Bellinzone, comme celui face à Neuchâtel une semaine plus tôt que le FC Sion ne maîtrise pas, le FC Sion finit par le gagner. On ne voit pas ce qui peut arriver à cette équipe. Oui, mais après on n'est que début novembre, le championnat est encore long, et puis si on commence à se dire en novembre qu'on ne voit pas qu'est-ce qui pourrait arriver, si ça rentre ce genre de réflexion dans la tête des joueurs, on sera déçu à la fin du championnat. Après, Dietolo a la tête sur les épaules, et je pense que c'est impossible que ce genre de réflexion puisse arriver. Mais oui, le FC Sion est serein, a confiance en ses qualités, et il y a eu le passage à vide là contre Schaffhouse, Baden, puis après les 15 dernières minutes affreuses contre Thun, et puis on sent que ce groupe est plutôt sain, parce que le FC Sion, après ces 3 matchs, aurait pu peut-être s'effondrer ou être un petit peu déstabilisé, mais voilà, ça a été reparti derrière pour engranger les points, et là maintenant ça tourne vraiment, vraiment bien. Mais après ça reste du foot, et puis il suffit peut-être de pas grand-chose non plus pour déstabiliser l'équipe, soit d'un côté sportif, soit même peut-être de manière extra sportive. Donc il faut faire les points tant qu'on peut, ça c'est sûr. Là il y a une bonne marge avec les 12 points sur le troisième. On rappelle que le premier est promu en Super League, le deuxième jouera un match de barrage contre l'avant-dernier de Super League. Donc rien n'est fait, il y a encore beaucoup de chemin, mais pour être dans les 2 premiers, on a là quelques jolis points d'avance, effectivement, pour voir sereinement arriver l'hiver et le printemps. Et si, Nicolas, le principal danger pour l'FC Sion venait du FC Sion lui-même, de ces discussions concernant l'avenir, on parle de Christian Constantin qui veut se retirer, peut-être pas, les discussions avec le collectif Tourbillon, avec les autorités, cet avenir qui est flou pour le FC Sion, ça trotte forcément dans les têtes des joueurs, c'est ça qui peut-être être le grain de sable qui va gripper la machine. Autant je pense que ces propos l'année passée avaient déstabilisé une grande partie du groupe, ou n'avaient en tout cas pas favorisé le sauvetage du club sportivement. Autant là, j'ai pas l'impression que le collectif est vraiment très intéressé par ce qui se passe à l'extérieur. On sent une équipe vraiment très soudée, très décidée, bien organisée. Le FC Sion fait ce qu'il faut, mais aujourd'hui il a que 3 points d'avance sur son poursuivant direct. C'est clair que par rapport à la 3e place, il faudrait une hécatombe réelle pour tomber dedans. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les discussions sont un peu moins poussées que ce qu'on a eu l'année passée, qu'on envisage un petit peu plus la continuité, le directeur sportif envisage la remontée, donc c'est plutôt des signaux positifs pour les joueurs en SWAT. Les résultats sont là, l'ambiance paraît très positive, très saine au sein du collectif, donc je pense que les joueurs, comme tu l'as relevé tout à l'heure, le petit grain de sable, ça aurait pu être cette période Schaffhouse-Baden, et là j'étais vraiment curieux de voir comment ils allaient réagir, parce que ça aurait pu justement démarrer une petite crise interne et externe, puis finalement ils l'ont fait ça avec brio, et puis ils ont remis les victoires enchaînées les unes après les autres, et je crois que ce collectif-là donne une impression en tout cas très saine, et elle me paraît peu susceptible d'être déstabilisé par l'environnement extérieur. C'est encore tôt dans la saison, on l'a dit, mais est-ce qu'on se dirige vers une lutte à 2, d'après toi, Nicolas, pour la promotion, pour la place en barrage entre le FC Sion et Thun? Est-ce qu'il faut encore se méfier d'Haro, qui est 3e à 12 points, je l'ai dit, de Ville, qui est 4e à 13 points, du FC Sion, qui a traversé une longue traversée du désert aussi, le FC Ville, ces dernières semaines? Oui, on a vu des derniers championnats vraiment très particuliers en Challenge League, où tout a été possible. Le Stade Lausanne qui est remonté, qui était largué à un certain moment. Il ne faut pas l'exclure, mais au vu des prestations du FC Sion, à part son concurrent direct ou lui-même, je ne vois pas qui c'est qui peut le concurrencer dans ce championnat aujourd'hui.
Prochain match pour l'FC Sion, Yves, ce sera vendredi à Tourbillon, la réception du FC Vaduz qui ne gagne plus depuis 6 journées de championnat. Sur le papier, on se dit voilà, tout va rouler pour l'FC Sion avant la trêve internationale. Mais une nouvelle fois, il faudra faire preuve de méfiance face à cette équipe de Vaduz. Ouais, tous les matchs sont à prendre au sérieux. Hein. Il y a le duo, on l'a dit, Sion-Thun qui sont vraiment détachés. Sinon, le troisième est à 18 points. Le dernier est à 13 points, ou 10 points, pardon. Mais le Bellinzone est à 13 points. Donc, c'est vraiment très serré. Donc, même si Vaduz pointe à la 6e place, ils sont vraiment très, très proches de la 3e place. Et voilà, si on rentre sur le terrain en disant, bon, ça va, Vaduz gagne plus trop depuis un certain temps, ça va pas le faire. Le FC Sion gagne contre Xamax, on va dire, à l'Ader, gagne contre Bellinzone en se faisant peur à la fin. Tous les matchs seront compliqués et il faudra jouer à 100% au minimum tous les matchs pour pouvoir passer l'épaule et puis continuer à regarder vers le haut. Ouais. Si on va doute, ce sera donc vendredi dès 20h15 à Tourbillon. Un match évidemment à suivre en direct sur Rhône FM. Merci beaucoup Yves Bourdin et Nicolas Benet d'avoir été avec nous ce soir. Place à la musique et on se retrouve juste après pour parler de hockey sur glace dans cette émission. Et comme chaque semaine à la même heure, on ouvre une page consacrée au hockey sur glace. Honneur ce soir au HC Sierre. Le HC Sierre battu ce samedi soir à Holton après s'être offert une véritable remontada un peu plus tôt dans la semaine face aux Getseka Lions à mardi. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir ce soir ici en studio le président des Rouges et Jaunes, Alain Bonnet. Bonsoir Alain. Bonsoir Christophe. Alors commençons par revenir sur ce match face à Holton. Samedi soir, défaite 5-2 en terre soleroise. Une défaite qui s'est orchestrée dans le deuxième tiers complètement manqué, on peut le dire, par le HC Sierre. Oui, si on regarde l'aspect comptable, c'est là, à ce moment-là qu'on a pris les goals. On a fait, pour moi, un très bon début d'entame de match. On a fait du bon pressing, on a eu des occasions. On n'a pas mis au fond. Et puis après, c'est un petit peu le mal du HC Sierre s'éteint, c'est ce fameux deuxième tiers, ou en tout cas ce milieu de match où on ne prend pas simplement de goal. Troisième match, troisième défaite pour l'HC Sierre face à Holton, le leader de Swiss League. Il y avait eu deux défaites 6-1 avant celle 5-2 de ce samedi soir. Ça montre encore le chemin qu'il reste à parcourir au HC Sierre pour concurrencer ce qui se fait de mieux dans ce championnat. Oui, déjà le HC Sierre prend beaucoup de goals, donc on doit aussi corriger tout cela. Et puis on a une grande différence entre une équipe qui est première au classement et qui a la confiance, et puis du côté du HC Sierre où c'est un petit peu plus difficile pour ce début du championnat. Il y a eu un match mardi soir face aux Getseka Lions, je l'ai dit, avec une formidable remontada du HC Sierre qui était mené 5-2 jusqu'à 10 minutes de la fin, qui gagne au final 6-5. Ça, c'était une victoire qui était importante pour l'HC Sierre. Malheureusement, ça n'a pas poursuivi à Holton, vous n'avez pas réussi à enchaîner, mais cette victoire à Graben, où le HC Sierre restait sur 3 défaites consécutives, a été importante. Je pense que c'était un tout. Il y avait quand même une victoire avant du côté de Turgovie, aux prolongations, et puis il fallait vraiment pouvoir gagner un deuxième match de suite. Après, j'ai l'impression que depuis le début de la saison, on commence très bien les matchs. Les 10 premières minutes sont toujours excellentes. On est très incisif en zone d'attaque. Et puis après, on tombe un petit peu dans un faux pas. Et puis, on prend un peu des goals. Et c'est ce qui s'est passé contre Getse. La grande chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu les 10 dernières minutes de folie où on a pu marquer 4 goals. Et puis vraiment, tout le monde a participé à la fête. Et puis c'était vraiment très bon pour le moral. Comment expliquer justement, alors c'est toujours difficile, c'est la question de journaliste, peut-être Alain Bonnet, mais comment est-ce qu'on explique ces montagnes russes connues par le HC Sierre durant même un match? On commence fort, on baisse un peu régime durant le deuxième tiers et on finit fort, comme c'était le cas face à Getse. J'ai l'impression qu'on est un petit peu fragile, je dirais psychologiquement, parce que si on marque pas tout de suite un goal dans les premières minutes et tout à coup il y a un goal qui tombe de nulle part, on a l'impression que l'équipe joue différemment. C'est clair que défensivement on a des progrès à faire parce qu'on prend beaucoup trop de goals. Offensivement, on doit pouvoir marquer des goals plus rapidement. Donc c'est un petit peu un tout. On a entièrement confiance en l'équipe. L'équipe, je l'ai aussi dit au vestiaire lors de la défaite ou dans le derby. L'équipe n'a pas triché, travaille fort, puis il manque un petit peu de réussite. Et puis on a aussi, faut le rappeler, quand même des pièces maîtresses de l'équipe qui sont blessées ou qui maintenant reviennent au jeu. Mais on a Eric Castonguay qui ça fait maintenant 6 matchs qui est blessé. On a aussi Remo Giovannini. Donc c'est compliqué. Et justement, ces derniers matchs, c'est goal encaissé. Alors Remo Giovannini est revenu de blessure face à Holton, mais ça prouve quand même qu'il y a cette Giovannini dépendance. On en parle depuis des années au HC Sierre. Ouais, on est tout à fait conscient, puis c'est aussi pour ça qu'on l'a signé sur du très long terme. En ayant un joueur qui est maintenant 5 ans sous contrat, on est tout à fait conscient qu'on a besoin d'un Remo en grande forme pour pouvoir faire un championnat qui est bon. Et puis on a eu ce problème de blessure
Et puis ça donnait la chance à des autres gardiens, mais c'est là qu'on se rend compte vraiment pour avoir des performances solides sur le long terme, on a besoin d'avoir Remo Giovannini dans les goals. Si on s'intéresse un peu plus globalement au début de saison du HC Sierre et pas seulement aux 2 dernières rencontres, alors vous l'avez déjà partiellement évoqué, ces problèmes défensifs, quel bilan est-ce que vous dressez, vous, en tant que président de ce premier gros tiers de championnat, j'ai envie de dire ? Si on regarde un résultat intermédiaire mais comptable, on n'est pas satisfait parce qu'on aimerait se retrouver dans la première partie du classement. Après, on a pu se rendre compte que toutes les équipes se sont renforcées, ça joue bien, même des équipes qui sont un petit peu plus surprises comme Winterthur, Getse qui fait quand même un très bon championnat. Donc on se rend compte que le niveau, autant sur la National League que sur la Swiss League, augmente de saison après saison. Et puis on a vu aussi une équipe comme Martigny, néo-promu, qui fait une très bonne saison. Donc on doit se battre à tous les matchs. On a vraiment envie, on a aussi mis tout au niveau des transferts pour pouvoir être dans cette première partie de classement. On se rend compte qu'actuellement, en étant 7e, qu'on ne remplit pas nos objectifs. Par contre, ça reste quand même serré et puis je pense que on pourra quand même remonter dans ce classement dans les prochains matchs. Vous restez optimiste pour cet objectif, remplir cet objectif, finir dans les 4 premiers. C'était ce que nous avait aussi dit Yves Saron en ouverture de saison. Il y a 10 points qui séparent actuellement le HC Sierre 7e, vous l'avez dit, de Martigny qui est 4e. Vous êtes encore optimiste, la saison est encore longue, il y a le temps de faire des points. Il y a le temps de faire les points, mais il faut les faire. Donc, on aura un gros mois de novembre avec une semaine juste incroyable avec 3 derbies. Fin novembre, on va aller une fois à Viège et puis on va jouer 2 fois contre Martigny. On aura de nouveau ces matchs qui seront très importants contre Winterthur, Ticino. Donc, il faudra vraiment pouvoir faire le plein de points. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut jouer les matchs, il faut travailler. C'est en tout cas, j'ai rien à reprocher actuellement au niveau des joueurs parce que c'est vrai qu'ils travaillent très fort. Ils veulent vraiment aller dans cette bonne direction. Le staff technique aussi travaille très fort de leur côté. Et puis maintenant, j'ai l'impression qu'il manque des petits réglages car on a quand même eu... maintenant, ça fait depuis 2019 qu'on est en Swiss League. C'est la première saison vraiment où on a eu un très grand changement dans le contingent. Donc maintenant, il faut avoir ces ajustements pour pouvoir avoir du succès. Un très grand changement dans le contingent, essentiellement dans le secteur offensif. C'est ce que certains observateurs, supporters mettent un peu en lumière maintenant. Ils se disent on a peut-être dû un peu renforcer aussi le secteur défensif. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, c'est tout à fait le cas. On travaille encore, on aimerait renforcer. Mais quand on dit renforcer, ça veut bien le dire, c'est qu'il faut avoir un joueur qui puisse élever le niveau de jeu. Et actuellement, il n'y a rien sur le marché. Ça fait quand même des semaines qu'on cherche un joueur, d'avoir une opportunité. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Donc, on attend, on verra ce qui va se passer. Mais faut bien être clair que autant le conseil d'administration que le staff technique et sportif est conscient qu'il faut faire des ajustements derrière. On a pleinement confiance aux joueurs qui sont là, mais si on peut trouver une solution avec un joueur, on le fera. Vous avez parlé du conseil d'administration, de la direction du HC Sierre. Si on parle maintenant un peu de l'avenir, on profite de vous avoir derrière notre micro, Alain Bonnet, pour parler de cet avenir du HC Sierre qui fait toujours beaucoup parler en Valais. Un HC Sierre qui évoluera quoi qu'il arrive toujours en Swiss League l'an prochain. On l'a appris cette semaine. La licence n'a pas été demandée pour monter en National League à la fin de cette saison. C'était une décision logique. On ne veut pas brûler les étapes du côté du HC Sierre. Tout à fait logique parce qu'actuellement on n'a pas l'infrastructure qui nous permet de pouvoir monter. Avec une nouvelle infrastructure, avec des revenus complémentaires, on pourra avoir un budget de 10 millions comme le réclame la fédération pour pouvoir aller en National League. C'est bien clair que l'étape la plus importante pour le club, ce sera la votation du conseil général pour le crédit d'engagement de 30 millions pour la patinoire. Et si ce crédit est voté, on pourra vraiment à l'avenir déposer ce dossier. Cet avenir du HC Sierre est intimement lié évidemment à une personne, Chris Maxorley, qui est de plus en plus présent dans les travées de Graben, qui a intégré le conseil d'administration il y a peu. Comment se passent les échanges entre vous, la direction actuelle, Chris Maxorley, les investisseurs du HC Sierre ? Tout se passe très bien parce que donc le groupe Sierre Valais Sport qui est en charge de faire ce développement de la patinoire avec Urban Project sont rentrés dans le capital action. Chris Maxorley et Christophe Stucki sont rentrés. On a augmenté notre conseil d'administration de 2 personnes. Et maintenant nous sommes 7 personnes au conseil d'administration.
Chris Maxorley a le département du sport. Donc vraiment tout le monde sait ce qu'il doit faire et puis travaille le mieux possible pour faire évoluer le club. Et puis pour avoir notre finalité, c'est ce projet patinoire qui démarre et puis avec un club qui va grandir au fur et à mesure de ce projet. Et justement, ce projet, vous avez parlé de la prochaine étape, cette votation qui doit passer. L'agenda, il est respecté pour l'instant pour ce projet de nouvelle patinoire. Il y a quelques retards. Comment est-ce que vous voyez tout ça? On aimerait que ça aille plus vite. Ça, c'est toujours. C'est le nerf de la guerre. C'est plus vite c'est fait, mieux c'est. Mais après, il faut être conscient que c'est quand même un dossier complexe. On préfère perdre maintenant quelques semaines et puis d'avoir vraiment un dossier qui est picobello pour la votation du Conseil général. Tous les groupes, autant Urban Project, Serval Sport et le HCR travaillent très fort pour avoir ce dossier le plus précis possible et puis on est confiant pour l'avenir. L'espoir, ça reste d'avoir un HCCR en National League dans une nouvelle patinoire à l'horizon 2027. Voilà, tout à fait. Avec le projet qui devrait démarrer avec une autorisation de construire dès que le Conseil général a donné son OK et puis après aller étape après étape. On sait que ça peut être très compliqué. Il y a un côté infrastructure, mais il y a aussi un côté sportif. On peut avoir toute la bonne volonté du monde, c'est aussi très difficile de pouvoir faire une promotion. Donc on va tout mettre de notre côté pour pouvoir réussir ces étapes qui sont très importantes pour le club. Et moi, c'est tout ce qu'on vous souhaite, que ce projet aboutisse pour vous, pour le HCCR. On vous souhaite en tout cas une bonne suite de saison. Alain Bonnet, à vous, au club du HCCR. Merci d'être passé ce soir nous trouver. On marque une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après pour parler de ski alpin en dernière partie d'émission. On ouvre à présent une page consacrée au ski alpin à une semaine des épreuves masculines de Zermatt-Chervinia. Les toutes premières courses transfrontalières de l'histoire de la Coupe du Monde. 2 descentes au programme samedi et dimanche prochain sur une piste, la Grande Becca, que vous avez dessinée. Didier Defago, bonsoir. Bonsoir. Alors Didier, il y a une semaine, la Fédération internationale de ski, la FIS, avait déjà donné son feu vert lors du traditionnel snow control, le contrôle de la neige. Il y a encore eu des précipitations ces derniers jours, ces dernières heures. Tout est prêt désormais sur les hauteurs de Zermatt et de Chervinia. Alors j'étais également présent quand il y a eu le snow control il y a une semaine et c'est vrai que tout est prêt pour le moment. Il a beaucoup neigé encore aujourd'hui, donc il y a encore du boulot sur les 2-3 prochains jours, mais voilà, on verra on doit jouer avec la météo. Ça, c'est les sports d'extérieur, c'est un élément qu'on ne peut pas influencer, mais c'est un élément qu'on doit prendre en compte. Ces dernières précipitations, ça rajoute un petit défi de devoir encore les gommer, préparer la piste avec cette couche de neige fraîche qui vient de tomber. Bon, je crois qu'après, le côté positif, c'est qu'on aura un décor vraiment hivernal. Déjà, la semaine passée, le week-end passé, c'était vraiment des conditions exceptionnelles. Et voilà, je crois que ça fait partie de notre sport. Tout au long de l'hiver, on sait que voilà, la météo peut nous jouer des tours. On le voit aussi, pas seulement dans notre sport. Nous, on a besoin d'une surface. Je dis toujours, on a besoin d'une surface spécifique. Par contre, les éléments extérieurs sont toujours un peu difficiles à influencer, ça c'est clair, mais on doit faire avec. Cette piste, on l'a dit, c'est votre bébé, c'est vous qui l'avez pensé, qui l'avez dessiné ces dernières années. Comment est-ce que vous vous sentez là, à quelques jours, de voir les premiers coureurs s'élancer sur ce tracé que vous avez dessiné, Didier Defago? Il y a de l'excitation, un peu de pression, que tout se passe bien? Bon, les deux, je crois qu'il y a eu une très très grosse excitation déjà l'année passée, déjà depuis le début du projet. Je crois que c'est vraiment quelque chose de magnifique de pouvoir avoir un événement comme ça déjà en Valais, chez nous en Suisse. Je crois qu'en tant qu'athlète, ça a toujours été aussi un rêve et puis un objectif de pouvoir courir, d'avoir une descente masculine en Valais. Là, j'ai pu partir un petit peu depuis le début avec le comité d'organisation pour pouvoir créer cette piste. Et c'est en tout cas de trouver un tracé attractif, un tracé qui est complet. Et je crois que, voilà, c'est vrai que tant que les premiers coureurs ne sont pas en bas, c'est difficile de se projeter. On peut se faire une idée, on peut se faire une image, on peut estimer la vitesse à laquelle on va arriver. Et puis on a tout au fil un petit peu de l'évolution du projet, des choses qui évoluent. Je prends le mur Ventina, où les premières discussions qu'on avait eues avec le responsable de la FIS masculine, on imaginait 2 à 3 courbes, et puis en fait c'est beaucoup plus long que ce qu'on pensait, c'est beaucoup plus raide aussi que ce qu'on pensait, et on arrive aujourd'hui sur 6 à 7 courbes de grande descente avec des distances entre 80 et 100 mètres, donc c'est vraiment de la vraie descente, et ce sera vraiment très très joli.
Parlez-nous justement de ces courbes, de ce squelette, j'ai envie de dire, de cette piste que l'on va apprendre à découvrir dès la semaine prochaine. On connaît les passages clés de Wengen, de Kitzbühel. Quels sont les passages clés que l'on va devoir apprendre à connaître du côté de Zermatt et Chervigna? Bon, on a une partie au départ qui est une petite mise en bouche, j'ai envie de dire, qui ressemble peut-être, qui n'est pas aussi plate, où on peut dire qu'on a 100% de glisse qui se dirige vers le Matterhorn Jump. Et l'enchaînement Matterhorn Jump et puis la traverse des séracs, je pense que c'est la première grosse difficulté. Il faut pouvoir emmener un maximum de vitesse. Pouvoir bien négocier cette courbe, c'est vraiment un atterrissage enchaîné avec une courbe sur le pied droit ensuite, pour pouvoir emmener un maximum de vitesse direction la frontière, direction Testa Gricia. Et après, comme j'ai dit, voilà, il y a cette petite traverse encore à la sortie de la glisse pour rentrer vraiment dans ce mur Ventina où on a vraiment 6-7 belles courbes de descente. Je pense que les gars là ils pourront se faire plaisir. On va sortir de ce mur avec un très haut tempo. Je pense que ce sera la partie la plus rapide de la course. Et après on a une partie qui est mouvementée, qui est pas très raide. On aura des portes cachées, on aura des mouvements de terrain avant d'arriver sur l'avant-dernier saut, le Furken Jump, où là on a vraiment un saut qui va se faire plutôt pas forcément dans l'axe, mais un petit peu avec en travers de la pente. Et après, il nous reste 2 sauts finaux, encore. Et je crois que c'est la délivrance. Ce sera assez long, on n'est pas loin des 4 km. Je pense sur 2 minutes 10 environ au niveau du temps de course. Donc ça, c'est vraiment pour une première descente. C'est pas une descente qui demande un gros cœur, mais par contre, c'est une descente qui a tout. C'est une descente qui demande un engagement physique assez important. Et pour commencer la saison, je pense que c'est une descente qui a le niveau qu'il faut. Alors Didier Defago, vous n'êtes pas un organisateur de ces épreuves de Coupe du Monde, vous êtes le dessinateur de la piste, on le sait, mais je suis quand même obligé de vous parler de ce qui a fait parler de ces épreuves ces dernières semaines, ces images de pelleteux sur le glacier du Théodule. On a beaucoup parlé de ces courses, pas forcément en bien. Vous comprenez cette levée de bouclier, j'ai envie de dire, qu'il y a eu ces dernières semaines? Je dirais oui et non. C'est vrai que c'est les images qui peuvent impressionner. Maintenant, pour des personnes comme nous, c'est les images auxquelles on est habitué depuis des années. Je crois que le travail sur un glacier est important, d'un point de vue sécurité aussi. Mais voilà, je crois qu'au niveau du design, j'ai pu constater, en tout cas ces derniers jours, que la ligne était entièrement dans la zone prédéfinie. Donc après, il faudra regarder ce qui s'est passé par rapport à la suite et à la mise en œuvre de ça. Apparemment, la commission cantonale des constructions, qui a rendu son verdict jeudi dernier, a dit que des travaux avaient été réalisés en dehors du domaine skiable. Erreur volontaire, erreur malheureuse, j'ai envie de dire. Ça, je pense, c'est au comité d'organisation de tirer les conclusions de cette histoire. Comme je vous dis, moi, de mon côté, au niveau de la ligne, on était entièrement dans la zone. Donc après, ce qui s'est fait en plus, est-ce qu'il a fallu élargir pour augmenter la sécurité? Est-ce qu'il a fallu aussi créer des accès à certains endroits? Donc ça, c'est seul le comité d'organisation pourra vous répondre sur ces questions. Est-ce qu'il y a eu des craintes quand même pour vous en tant que dessinateur de ne pas pouvoir voir des skieurs s'élancer sur votre piste, j'ai envie de dire ça, à cause de tout ce qui s'est dit ces dernières semaines? Bon, je pense que ça a été l'objectif de ces rumeurs, elles ont été au-delà de ça. Je crois que non, je pense qu'il y a toujours eu une grande confiance, en tout cas dans le comité d'organisation et les personnes qui sont très compétentes de ce côté-là. Et je pense que voilà, maintenant on a parlé du ski alpin. Je crois que c'est clair qu'on aime bien parler au niveau positif et j'espère que les images qu'on pourra voir cette semaine montreront aussi l'objectif qui est de ces compétitions. Mais justement, ces images que l'on va voir ces prochains jours doivent redorer l'image qui est ternie de ces épreuves avant même qu'elles débutent, j'ai envie de dire. À voir, je crois que c'est le ski alpin en général. Je pense qu'il y a certains sujets aujourd'hui en dehors de ces épreuves de cette semaine qu'on parle depuis des années. On peut parler du calendrier, on peut parler de différentes choses, mais maintenant on doit voir le côté positif. Je crois que maintenant il y a de la neige, on a des conditions pour un début de saison qui vont être fantastiques. On doit faire avec les éléments extérieurs, comme je l'ai dit. Et voilà, je crois que maintenant les place au jeu, place à l'action, place au sport, j'ai envie de dire, parce que c'est l'élément principal quand même de cette semaine. Et après, on devra faire un débriefing pour voir ce qui s'est passé.
Place au sport, vous nous avez parlé de cette piste, 4 km, 2 minutes 10 grosso modo de course. On va pas vous demander un pronostic, mais quel profil de skieur est-ce que vous voyez l'emporter pour cette première sur le glacier du Théodule, sur cette course Zermatt-Chervignan? Bon, là, vous me mettez un petit peu un gros challenge parce que les conditions de neige ont évolué un petit peu, donc c'est difficile à dire comment la piste va ressortir. J'espère qu'elle sera dans des conditions très compactes. Très dur. Non, je pense que il y a des athlètes avec leur gabarit, avec leur toucher de neige, comme des Dominique Paris, qui peuvent être très dangereux. Maintenant, on a vu bien sûr au niveau suisse des gars comme Marco Odermatt qui ont évolué énormément dans cette discipline l'année passée. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de challenge, qui a besoin de répondants aussi sur ses skis, mais qui est capable aussi d'être comme un chat. Et puis bien sûr, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer un Kildé, qui lui sera présent, qui lui sera là au niveau de la vitesse. Je pense on retrouve un peu cette tension, cette excitation de la première descente du début de saison, où chacun est en train de se jauger par rapport à la préparation qu'il a fait, par rapport aussi à la mise au point de son matériel. Et comme je l'ai dit, c'est une piste qui a tout. Donc ça permettra vraiment de regarder sous tous les angles comment j'ai mis au point mon matériel, comment je me suis entraîné, est-ce que j'étais dans la bonne direction ou pas. Et voilà, je crois qu'on va avoir une course ouverte, passionnante, avec un beau spectacle derrière. Un tout dernier mot, c'est les premières courses de vitesse de la saison évidemment. Les premières courses pour l'équipe de Suisse, orpheline, j'ai envie de dire, de Beat Feuz. Première saison sans Beat Feuz, qui était la locomotive de cette équipe. Il y a un gros vide qui est laissé au sein de cette équipe de Suisse, même si évidemment, on pense à Marco Odermatt qui va combler ce trou, on l'espère en tout cas. Oui, c'est vrai qu'un Beat, en tout cas pour jouer les premiers rôles, maintenant on a une équipe de vitesse en Suisse qui est dense, qui est assez où il y a beaucoup d'athlètes. Pour parler du Valais, on a Justin Morisier, on a Arnaud Boisset aussi qui a une place fixe au niveau de la Coupe d'Europe. On a des gars aussi comme Nils, qui sont capables de jouer aussi les premiers rôles, ou enfin de jouer les outsiders. Je pense que c'est les athlètes qu'il ne faut pas sous-estimer. Tout est possible, c'est une course ouverte comme je l'ai dit. Et puis après on a je pense que c'est clair que Beat était une sorte de sécurité. Maintenant, Marco l'a démontré l'année passée, et les autres athlètes ont toujours joué les outsiders. Peut-être qu'un ou deux par rapport à la préparation aussi auront fait un pas cet été. Et ça va permettre aussi de jouer tout de suite les premiers rôles, et ça, je le souhaite du fond du cœur. On espère évidemment voir un Suisse triompher dès ses premières courses du côté de Zermatt et de Chervignan. Merci beaucoup Didier Defago d'être passé nous trouver ce soir. Vous êtes d'ores et déjà de bons derniers préparatifs, de bonnes courses. Merci. Sur les hauteurs de Zermatt. On est arrivé au terme de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Zone Mixte revient évidemment la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente fin de soirée et bonne semaine avec Rhône FM et Rhône TV. 18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.